Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le site naturel. L'illusion d'un site vaste et illimité. Kinshasa s'étend sur 9 965 km², englobant des quartiers excentriques, la banlieue, des communes de Nzele et de Maluku, et d'une large surface du fleuve. L'ensemble du site dont les parties basses sont bien drainées entre Maluku et Ngaliema correspond, selon les études des urbanistes, à 200 km² de surface aisément urbanisable. Malgré la poussée démographique, le site n'est pas encore saturé, surtout si l'on prend en compte le plateau des Bateke à l'est. En dépit de l'illusion d'habiter un site vaste et illimité et dont la population ne cesse d'accroître, les Kinois se rendent compte des limites d'un territoire qui bute contre les hauteurs des collines au sud, contre le fleuve au nord et à l'ouest et contre le plateau des Bateke et les collines à l'est. Dans la conquête des espaces vers l'est et le sud, les habitants de la vaste métropole congolaise ont littéralement foulé aux pieds les contraintes naturelles et celles imposées par l'administration. Les pentes et les collines qui, au début, étaient infranchissables, ont été investies et ne constituent plus une barrière. Mais cet espace n'est pas illimité pour autant sur le plan des infrastructures urbaines. Sans voirie et sans équipement collectif, viable et suffisant, eau, électricité, transport, établissements scolaires et hospitaliers, installations sportives et récréatives, l'espace conquis pose beaucoup de problèmes à ses occupants et à l'autorité urbaine. L'expansion continuelle de Kinshasa est un défi au plan d'urbanisation de l'hôtel de ville. Ceux qui existent doivent être révisés d'urgence par une politique volontariste pour les adapter à un espace indéfini et toujours plus vaste, mais tout aussi limité par les contraintes urbanistiques et environnementales. La topographie. Le relief kinois se répartit en 4 éléments principaux: le pool, la plaine, la terrasse et les collines. Le pool, Pool Malebo, Stani Pool, de Maluku au rapide de Kinsuka est une étendue d'eau, longue de 50 km et large de 25 km sur sa plus grande largeur. Le pool n'est pas seulement ce plan d'eau. C'est un complexe d'îles et de bancs de sable sillonnés de chenaux, et bordé par endroits de basses plaines marécageuses. Son chenal principal est suffisamment profond, celui qu'emprunte la navigation, est justement kinois. Sa profondeur varie entre 5 et 14 mètres au droit de la rivière Njili. Au port de l'Onatra, elle descend à moins de 5 mètres. La plaine est divisée en 2 parties par la rivière Njili. À l'ouest, la plaine de Kinshasa, ou de Lemba comme on l'appelle, et à l'est, celle de Zengili. Cette dernière s'étend entre les rivières Njili et Nzele sur une surface régulière, confondue avec la terrasse supérieure au pied des collines, et son relief descend en pente faible jusqu'à la rupture des pentes du pool actuel. Le relief de la partie de l'ouest, par contre, paraît plus marqué et limité par le pied de la terrasse. La terrasse, 325 mètres, est une marche de 10 à 25 mètres au-dessus de la plaine. Elle s'étend entre Njili et le mont Ngaliema, au pied des collines dont elle constitue une sorte de première marche. La plaine et la terrasse alluviale, variant de 280 à 325 mètres d'altitude au-dessus de la mer, constituent la plus grande étendue du site de l'ensemble de la ville, la plus aisément urbanisable. Elles sont traversées par un abondant réseau hydrographique. Mais le mauvais drainage des eaux est la cause d'inondations que connaissent de nombreux quartiers en novembre et en avril. Le fleuve. Les collines qui s'élèvent au-dessus du pool, Mont Ngaliema, Djelo Binza, Binza Antenne, Mont Ngafula, Mont Amba à l'ouest, le pic Manjangenge et le plateau des Bateke à l'est, dominent la plaine de 400 mètres jusqu'à plus de 700 mètres. Elles sont remarquables tant du point de vue de la variété des formes que des phénomènes. On y observe des ravins et des cirques d'érosion les plus spectaculaires. Les plateaux les plus élevés sont le mont Ngafula, 630 mètres, le pic Manjangenge, 718 mètres, et le plateau des Bateke qui culmine à plus de 700 mètres. Le climat. Le temps ou le climat qu'il fait à Kinshasa n'est pas un sujet de conversation pour ses habitants, comme c'est le cas pour les Lusois, habitants de Lubumbashi, deuxième ville du pays, qui, même quand il fait beau temps, se munissent toujours de leur parapluie. On ne sait jamais, car la pluie peut à tout moment tomber sans rien laisser présager. Pendant la saison sèche, les températures, notamment au mois de juillet, tombent parfois jusqu'à 15 degrés Celsius la nuit. Dès la descente de l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Njili,
le visiteur est au contact d'un climat typiquement tropical, chaud et humide. Dans tous les cas, le temps n'est jamais maussade dans la capitale. On le voit, le tempérament joyeux ou l'accueil chaleureux des Quinois est l'expression même du climat ensoleillé qu'il y fait. Ce temps chaud n'énerve pas et n'entraîne pas un quelconque excès. Les Quinois sont pacifiques. Au premier contact, ils n'hésitent pas à appeler le visiteur étranger en termes familiers et sentimentaux, pour exprimer l'amitié envers un ami ou un visiteur. Sans aucun lien de consanguinité, on s'appelle ici familièrement tonton ou tantine. On dit papa et maman, au lieu de monsieur ou madame. La température. Avec des variations limitées à quelques degrés, 4,45 degrés Celsius, les températures suivent le rythme des précipitations. Pendant le jour, la température monte très vite dans la matinée pour atteindre son maximum, 30 à 31 degrés Celsius, entre 14h et 15h. La moyenne journalière est autour de 25 et 27 degrés Celsius entre 9h et 21h. Les heures de la canicule avec ses chaleurs d'étuve dont le climat de la capitale est prodigue, se situent entre 11h et 17h sur toute la ville, avec une plus grande sensation dans la plaine et les vallées qui baignent dans un air plus chaud amplifié par l'exiguïté des habitations et l'édification de murs de clôture. Les fortes températures, accentuées par l'humidité de l'air, sont surtout sensibles en mars et avril. Le matin, 7 à 11h, et le soir, à partir de 17h, il fait frais, plus particulièrement sur les collines et en bordure du fleuve. La nuit, on éprouve un mieux-être sur l'ensemble de Kinshasa, avec une sensation de fraîcheur et de repos, surtout sur les collines. Cette fraîcheur est renforcée par l'aération de l'habitat et la présence d'arbres, le long de certaines artères et à l'intérieur de certaines parcelles. Le recours à une couverture ou à un sac de couchage devient parfois nécessaire tard dans la nuit, et avant le lever du soleil. Pendant la saison sèche, il fait encore plus frais sur l'ensemble de la ville ou plutôt froid, sur les collines avec des températures qui tombent à 20 degrés Celsius. Le port d'un pullover est même recommandé le matin et le soir pour les enfants et les frileux. La pluie. Il pleut sur la ville. Les données enregistrées au cours d'une période de 39 ans, 1931 à 1970, montrent qu'il pleut en moyenne plus de 100 jours par an à Kinshasa avec des maxima de 116 jours à Njili et des minima de 95 jours au centre-ville. Ce que le Quinois vit au quotidien, c'est le nombre mensuel de jours de pluie qui oscille autour de 10 et 11 jours en mars et avril. Il est de 12 jours en novembre, mois le plus pluvieux de l'année. Les autres mois connaissent des fréquences moyennes autour de 8 jours de pluie. Plus irréguliers sont les mois de janvier et mai, qui connaissent chacun des variations de 0 et 2 jours de pluie pour les minima à 14 et 15 jours pour les maxima. Ces 2 mois apparaissent comme des périodes intermédiaires entre mois pluvieux et mois secs. Au cours de la période de 1986 à 1995, l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, la Meltelsat, a noté une moyenne de 12 jours pour mai et octobre. Avril et septembre ont enregistré une moyenne de 17,8 et 16 jours de pluie, au cours de la période indiquée. Il pleut donc tous les 3 jours à Kinshasa, avec une moyenne annuelle de 1345 mm d'eau contre 2032 mm dans la cuvette centrale. Le minimum enregistré est compris entre 900 et 1000 mm. Le maximum ne dépasse pas 1600 mm. 2 saisons. Kinshasa connaît 2 saisons. Une saison pluvieuse, longue de 8 mois, et une saison sèche de 4 mois que détermine le rythme et la fréquence des précipitations, avec des températures plus ou moins élevées et peu variables au cours de l'année. La saison pluvieuse, au climat chaud et humide, s'étend d'octobre à mai avec un creux fluctuant plus ou moins marqué de décembre à février. Au cours des 2 premiers mois de l'année, janvier et février, on note une diminution sensible ou une absence des pluies et une hausse de température sur des périodes de 25 à 30 jours. Cette période, appelée petite saison sèche, est irrégulière dans le temps et dans sa rigueur d'une année à l'autre. Il y a des années où il n'a pas été possible de situer avec précision sa périodicité. Les pluies redeviennent abondantes en mars et avril, qui dominent par leur maxima la deuxième période pluvieuse. Novembre reste invariablement le mois le plus pluvieux, suivi du mois d'avril par le volume pluviométrique. La deuxième quinzaine du mois de mai annonce, elle, la saison sèche par la rareté des pluies. Elle devient très rigoureuse de juin à la mi-septembre,
et se caractérise par une quasi-absence de pluie et par une baisse sensible de la température d'une moyenne de 20 à 22 degrés Celsius le matin et parfois par des journées sans soleil. Au doux soleil, du 30 juin, de l'hymne national en rend témoignage. Entre mi-septembre et début octobre, on observe une reprise sensible des pluies et de la hausse de la température. Du point de vue pratique, le constructeur de bâtiments et chaussées peut travailler dans de bonnes conditions sans risque de pluie, de juin à la mi-septembre. En raison de son caractère aléatoire et irrégulier en janvier et février, la petite saison sèche ne peut être prise en compte, des averses importantes y sont aussi enregistrées. Mais les amateurs de la photographie apprécieront le ciel bleu et ensoleillé, l'air transparent, une végétation luxuriante et verdoyante de la saison des pluies. Par contre, la saison sèche, qui offre un ciel à l'horizon borné et qui couvre la ville d'une sorte de brume qui cache le soleil et dont l'air chargé d'une poussière grise et terne qui se dépose sur les toits, les murs de maisons et sur les feuilles, n'est pas intéressante pour la photographie. L'hydrographie. Kinshasa est une ville de cours d'eau. Elle est bâtie sur la rive gauche du fleuve Congo appelé ici le Poul, et elle est traversée par de nombreuses rivières au premier rang desquelles les deux plus importantes, dites halogènes, Njili et Nzélé. Long de 50 km et large d'une vingtaine de kilomètres, le Poul est cette partie du fleuve, de l'entrée de Maluku au rapide de Kinsuka, vaste comme un lac, et qui termine le biais navigable du fleuve Congo. Il est parsemé d'îlots dont le plus important est l'île de Mebammu, appartenant au Congo-Brazzaville selon un accord passé le 23 décembre 1908 entre la Belgique et la France. Le Poul abrite le port de Kinshasa, le plus important port fluvial du pays. À Kinshasa, ce fleuve de 4700 km de longueur mouille les communes de Maluku à l'extrême est et celles de Mongafula à l'ouest ainsi que les communes de la Gombe de Barumbu, de Limete, de Mazina et de Nzélé. Il a déjà enregistré 3 grandes crues, 1903, 1961, 1962 et 1999, qui ont causé des dégâts matériels importants avec déplacement des populations riveraines. Celles de 1999 ont fait déplacer 55 000 personnes, RTNC. Les rivières Njili, 22,3 m3 par seconde de débit, et Nzélé, au bassin respectif de 2 km et de 6 km, déterminent, elles aussi, la morphologie du site et marque la séparation entre la partie orientale, l'ensemble compris entre les deux cours d'eau, et la partie occidentale constituée du reste de la ville. Leurs vallées, notamment celle de la Njili, jouent un rôle économique important. Riches en terres alluviales, elles sont des vallées de cultures vivrières et maraîchères nécessaires à l'alimentation des Kinois. De nombreuses autres petites rivières, Tchangu, Mangu, Tchenke à l'est de la Njili, et à l'ouest, Matete, Yolo, Funa, Bumbu, Gombe, Bazoko, Lubudi, Makelele, Lukunga, Binza, Mampesa, etc., marquent également le relief et le paysage du reste du site de la ville. La plupart de ces rivières naissent au pied des collines, au sud, et prennent la direction du nord en prolongement des vallées. D'autres prennent la direction transversale en suivant les zones en dépression de la plaine. Elles ont à la fois autant d'atouts que d'handicaps selon que le quartier a été préalablement conçu ou non sur une table à dessin de l'urbaniste. La végétation. Les deux saisons, les conditions de drainage et la qualité des sols déterminent la végétation de Kinshasa, celle d'une région de savane arborée où dominaient baobab géant et palmier borassus malebo. Cependant, sur le périmètre bâti, le béton et la tôle n'ont pas éclipsé totalement la végétation même si le borassus, arbre totem de la ville, et le baobab ne sont perçus que furtivement en quelques endroits privilégiés, et même si une menace de disparition de l'herbe, de l'arbre et de la forêt due aux cultures et aux déboisements intensifs des environs de la ville est réelle. Lorsqu'on observe les photos aériennes de 1954 à 1957 et de 1969 à 1970, on constate qu'en 15 ans la forêt a reculé de 50 km sur de larges étendues, le long des axes routiers. La plupart de la verdure se trouve dans les parcs, les jardins, les forêts, les espaces verts et dans les parcelles d'habitation des quartiers riches, mais aussi à Njili, Kisenso, au sud de Selembao et du mont Ngafula, Ngaliema, Nzélé et à Maluku. Le périmètre non urbanisé est couvert d'une savane herbeuse parsemée d'arbustes. La ceinture verte,
où se pratiquent d'une manière intensive diverses cultures vivrières et maraîchères, se réduit à la portion congrue au profit de l'agglomération urbaine. La ville possède quelques réserves forestières dans la commune de Maluku, et au sud sur la route de Matadi. Pour être plus systématique, Kinshasa a besoin d'un architecte paysager pour lui conserver et lui donner de nouveaux parcs et espaces verts, face à la culture purement urbaine d'immeubles, de routes asphaltées, de petits marchés et d'activités artisanales diverses. Cette culture de vie urbaine pourrait faire penser que les Kinois n'aiment pas se mettre au vert. Pourtant, les parcelles qu'ils acquièrent, ils les veulent spacieuses pour la construction et pour y planter au moins un arbre fruitier de préférence. 3 arbres fruitiers, le palmier à huile, le manguier et l'avocatier, cultivés pour leur ombrage, mais aussi et surtout pour leurs fruits, dominent le paysage végétal de la ville. Ces 3 arbres gardent leurs feuilles vertes toute l'année durant, même si l'avocatier et le manguier se libèrent de quelques feuilles mortes à une période donnée de l'année pour se donner des nouvelles. Le palmier à huile, Elaïs, est d'origine africaine du golfe de Guinée, où on trouve encore des plantes à l'état naturel très étendu. Il produit des régimes de noix pendant une période de 5 à 30 ans et peut atteindre 30 mètres de hauteur. La pulpe de la noix produit l'huile de palme dont les ménagères se servent pour cuire les aliments. Les noix de palme, mbila, vendues aux différents marchés de la capitale proviennent en partie des parcelles d'habitation. La présence d'une touffe de vieux palmiers à un endroit isolé peut signaler le site d'un ancien village. Il fut une époque où le Congo belge fut le premier producteur mondial d'huile de palme et de palmiste. L'avenue des Huileries séparant Kinshasa et Lingwala en est le témoignage. La sève bien tirée du palmier est un bon vin apprécié de beaucoup de Congolais, et les nervures de ses feuilles sont utilisées à beaucoup d'usages, par exemple, la fabrication de balais traditionnels. Une autorité qu'on reçoit dans un quartier est généralement accueillie avec comme décoration des rameaux de palmier qu'on agite ou qu'on plante le long de son passage. Cependant, une palme piquée au coin d'une rue à Kinshasa peut annoncer aussi une mauvaise nouvelle, un lieu de deuil avec présence du corps du défunt. Le manguier Mangifera indica et l'avocatier, Persea americana, sont aussi des arbres tropicaux mais originaires respectivement de l'Inde et de l'Amérique du Sud. Le manguier fleurit en juillet-août en pleine saison sèche et donne des fruits en novembre-décembre. Au cours des années 70 à 80, le domaine industriel et présidentiel de la Nzélé produisait du jus de mangue provenant des manguiers plantés le long de la route de la Nzélé. Si la mangue est un fruit charnu et savoureux, relativement populaire et moins cher que l'on peut se faire offrir gratuitement en passant devant une parcelle, l'avocat par contre, délicieux et à valeur nutritive élevée, est un fruit vendu cher et même très cher dans les restaurants à fourchette. Aussi est-il rare de le recevoir gratis. L'avocatier produit ses fruits en avril-mai ou en décembre. En effet, bien des avocatiers et des manguiers kinois produisent leurs fruits 2 fois par an. À côté du palmier à huile, du manguier et de l'avocatier, le bananier, le papayer, le citronnier et le prunier s'ajoutent au décor paysager sans oublier tant d'autres arbres fruitiers. L'acacia, aux variétés multiples, est planté le long du boulevard Lumumba à Limete, le limba terminalia superba, l'agathis laurentifolia, plante d'importation ou le topoquier Seba pétandra qui borde le boulevard du 30 juin ou encore le lebec, albizia, le vengue, Milesia laurenti et le flamboyant sont des arbres ombrageux et ornementaux de la ville. Il y a bien d'autres nombreuses plantes à fleurs dont l'eucalyptus. Au tronc effilé, en forme de colonne et aux feuilles persistantes, l'eucalyptus a été importé de l'Australie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il est cultivé et estimé pour son bois, son huile et sa résine ainsi que pour le reboisement. L'huile que l'on peut tirer de ses feuilles est reconnue pour ses propriétés médicinales. Partout au Congo belge, la présence de l'eucalyptus indiquait généralement la localisation d'une gîte d'étape, la résidence du commandant, le boulamatariou d'une habitation de colons. Le borassus. À Kinshasa disparaît le palmier Elaïs. Le palmier à huile est à Malafou par excellence. Il régnait seul depuis Moussouk-Mouzoukou, sur la rive gauche en aval de Matadi, entre Boma et Vivi, et il se met à disparaître brusquement à la pointe de Kinshasa pour être remplacé par un autre palmier. Moins élégant, à tige élevée mais renflé d'une manière curieuse vers son tiers supérieur, le nouveau palmier a des frondes aussi larges que longues, incisées au bout,
en forme d'éventail et se groupant en une touffe globuleuse au sommet de la tige. L'île de Bamou est par place couverte de groupes de troncs de ce palmier Borassus dépouillés de leurs frondes. Ces longs stipes donnent à l'île un air véritablement lugubre. Leur état est le fait des hommes. Le Borassus produit aussi du malafou. L'île et la zone environnante en portaient, il y a quelques années, plusieurs milliers en pleine croissance. Les Noirs fixèrent sur chacun tant de calebasses qu'ils en tirèrent la sève en peu de mois. C'était, semble-t-il, une mer de malafou. Ils l'eurent bientôt bu tout entière, et les innombrables troncs sans tête de Borassus sont là pour témoigner de l'étendue de leur penchant, pour les boissons fermentées. L'île de Bamou, interminable, est généralement couverte de hautes herbes restées vertes par suite de l'humidité. On y voit des troncs de palmiers, Borassus, privés de leur couronne de frondes. L'île est traversée en son milieu par une forêt où vivent en paix éléphants et buffles. Kinmalebo, ed. Dupont l'aide sur le Congo. Récit d'un voyage scientifique entre l'embouchure du fleuve et le confluent du Kasaï, Paris, 1889, page 219, cité par F. Bontinck, entre Brazzaville et Kinshasa, l'île de Mebammu, op.site, pp 399 à 400. 2. Histoire d'une ville. Les villages du Poul à la ville. La plupart de grandes villes européennes font remonter leur origine au Moyen Âge. Généralement, leur lieu d'implantation et leur croissance obéissent à des critères bien déterminés. Certaines des plus anciennes ont été construites autour des forteresses qui défendaient et commandaient une position stratégique. D'autres sont nées autour d'une cathédrale ou d'un centre religieux, ou encore autour d'un château fortifié. D'autres encore doivent leur développement à la localisation privilégiée de leur site, à la confluence des voies de communication dont dépend le développement du commerce et des transactions. Depuis l'époque moderne déjà et grâce à l'exploitation minière et à l'implantation d'usines manufacturières, certaines cités sont devenues des grandes agglomérations. On trouve des villes qui sont des centres administratifs, et d'autres qui ont été bâties pour abriter la capitale et les institutions étatiques, à l'exemple d'Abuja au Nigeria et de Brasilia au Brésil. Bien de villes peuvent être classifiées selon les critères énumérés ci-dessus, mais un grand nombre d'entre elles sont nées pour exercer des fonctions multiples. Grâce à l'industrialisation du XIXe siècle, les villes vont connaître un développement spectaculaire. C'est au cours de ce même siècle que, avec l'occupation coloniale, les anciens villages africains situés le long des côtes voient leur importance s'accroître et deviennent alors des villes et des centres importants d'échange des produits. La naissance et le développement de ces nouvelles métropoles africaines obéissent au même schéma déjà évoqué. La ville capitale est d'abord un lieu de relais et d'échange entre la métropole colonisatrice et les terres africaines conquises ou à conquérir. Le choix du site et sa croissance prouvent que l'importance et la localisation d'une ville s'expliquent davantage par son rôle commercial. Cependant, en dehors des ports côtiers notamment, c'est le rôle politique ou administratif qui va dominer dans la croissance des villes coloniales. Et la ville, c'est là où se trouve le bureau du commissaire ou du commandant, le Bulamatari. Situé à 560 km de la côte atlantique, Léopoldville est un port fluvial intérieur créé de prime abord pour jouer le rôle commercial de rassemblement de produits de base locaux à exporter et de redistribution des marchandises importées, rien de plus, rien de moins. Les premières stations, Vivi 1879 et Boma, 17 avril 1887, proches de la côte atlantique mais en position excentrique, jouèrent tour à tour le rôle de capitale avant d'être supplantées par Léopoldville, ville de l'Hinterland, mieux située pour servir à l'expansion commerciale et à la conquête coloniale. Une vue du village Kinshasa, 1880. Village de Kinshasa, 1880. Engagé au service du roi Léopold II de Belgique, Stanley, dont le monument ci-contre a été érigé au mont Ngaliema en 1956, revient au Poul en 1881 par la même rive du Nord, Amfoy, Brazzaville que 4 ans auparavant. Il y revient avec une mission bien précise, celle de conclure des traités avec les chefs indigènes pour obtenir des concessions territoriales et politiques pour le compte de l'Association internationale du Congo, 1882, qui opère sous l'ancien pavillon de l'Association internationale africaine, AIA, et du Comité d'études du Haut-Congo, CEHC.
Cette région que Stanley avait déjà visitée pour ne pas dire découverte, la première fois à la descente, le 12 mars 1877, et que son compagnon, Frank Pocock, avait baptisé Stanley Pool, le lac de Stanley, n'était pas un no man's land mais un point de jonction séculaire, une métropole précoloniale et un passage naturel obligé entre le bas et le haut du fleuve. Stanley perçoit tôt la position stratégique particulière et l'importance mercantile du Pool, et se décide de s'y établir et d'y construire une ville. À la rive droite, les Français ont déjà fermement pris pied. Stanley n'a pas d'autre solution que de traverser le fleuve pour négocier un terrain avec son vieil ami, Ngaliema, le chef de Kintambo. Face à sa voisine Brazzaville 1880, la Française, non moins prétentieuse sous l'activisme du franco-italien Pierre Savorgnan de Brazza, en cette période de grande conquête de nouvelles terres, la station de Stanley devra être une forteresse pour l'implantation et la sauvegarde de l'entreprise léopoldienne. Mais le XIXe siècle colonial n'est pas la seule période migratoire humaine connue de la région de Kinshasa. Léopoldville en avril 1882. Des temps reculés, à 1881. Archéologues, géologues, anthropologues et historiens ont établi les preuves de l'occupation du site de Kinshasa depuis l'Antiquité. Ce peuplement primitif est attesté par la découverte des vestiges préhistoriques, les gîtes, paléolithiques et néolithiques. Le RFR. Hendrik van Morsel de l'Université de Kinshasa a mis à jour les débris d'une industrie de la pierre taillée, du fer et du cuivre, qui a fourni à l'homme des outils de plus en plus perfectionnés, des armes efficaces qui lui ont permis d'affronter la nature. Les fouilles qui ont exhumé le passé de Kinshasa plusieurs fois millénaires ont été faites sur l'ensemble de la plaine, depuis les environs des rapides à l'ouest jusqu'aux rives de la Njili à l'est, des bords actuels du fleuve au nord aux collines qui forment le site au sud. Le test au carbone 14 a révélé la présence d'un peuplement humain il y a 26 000 ans. L'occupation à une époque plus lointaine a été aussi attestée. Ces différentes périodes ne présentent pas Kinshasa dans sa physionomie actuelle. D'après l'archéologue Van Morsel, cité par Marc Pin, cette préhistoire se confond avec celle de la Grande Plaine de Kinshasa. Celle-ci serait le fond d'une mer intérieure disparue. Le Pool Malébo en serait le résidu. Cette origine explique la nature sablonneuse du sol et la présence de tant de surfaces marécageuses, qui rendent nécessaire des travaux d'assèchement pour bâtir certaines parties de la ville. Le village Kinsuka en 1800. Et en 1955. Le peuplement des temps modernes de la région par différentes peuplades est reconstitué par nos historiens à partir d'une masse d'informations recueillies sur le terrain et des témoignages rapportés par des voyageurs européens. Les Portugais, avec les expéditions du capitaine Diego Cá sous les rois João II, 1481 à 1495, et Dom Manoel ou Manuel Ier, 1495 à 1521, qui envoya à son frère du Congo, Dom Afonso, 1507 à 1542, un ambassadeur ainsi qu'U', avec la demande de Balthazar de Castro, homme de la cour séjournant au royaume Congo, étaient préoccupés de découvrir les sources du Congo qu'ils appelèrent tour à tour Rio Padra, fleuve du Padrone, en souvenir de la colonne pilier dressée par Diego Cao, et Rio Poderoso, fleuve puissant, en raison de l'énorme volume d'eau qu'il déverse dans l'océan. Ils croyaient que ce fleuve sortait d'un lac se trouvant aux confins du royaume Congo. Et ce lac, c'est le Pool Malébo au nord duquel se trouvait le fameux Makoko du royaume Tiyo ou Tek, dans l'actuelle République du Congo-Brazzaville. C'est en 1482 que Diego Cam ou Cá le Chauve découvre l'embouchure du Zaïre, une déformation du mot Kikongo, Nzadi, la grande rivière. Diego Cá revint en 1485 et remonta le fleuve jusqu'au premier rapide, un peu en amont de Matadi. Des précieux témoignages sont relatés par 3 capucins italiens, missionnaires envoyés en 1645 à la préfecture apostolique dans la province de Nsundi du royaume Congo, et qui avaient visité le Pool dans l'intention de rencontrer le Makoko du royaume Tek. Le premier témoignage est celui du P. Geronimo, Jérôme de Montesarchio, qui avait passé un séjour de 22 jours en février 1655. Après avoir passé par Binza et Lemba, le missionnaire poursuivit son voyage vers le Pool en dépit de l'avis contraire du chef de Lemba. Je m'acheminais vers Ngobila,
Et j'arrivai à la rive du Zaïre, à un endroit où se trouvait un marché fréquenté par des Congos venus de l'intérieur et par des gens de l'endroit, à l'aspect féroce, les cheveux longs et pleins d'immondices. De l'agglomération de Ngobila il en fait cette description. Celle-ci, très grande, est située le long de la rive du Zaïre. Autrefois, elle avait été fondée sur une grande île Mbammu formée par le dit fleuve. 44 ans plus tard, deux autres capucins, Fra Luc d'Akaltanizeta et Fra Marcelin d'Atri séjournèrent également du 25 mai au 2 juin 1698 au Poul, où ils découvrirent des villages importants, Lemba, Kitambo, Binza, Nkulu, Kimbangu, etc. Bien que ces missionnaires ne mentionnent pas Kinshasa dans leurs notes, Lucas d'Akaltanizeta est émerveillé devant le site où réside le Ngobila. La situation du Ngombela est très agréable et belle, plus que tout autre endroit du pays du Congo, parce que la ville se trouve au bord du Zaïre dans une plaine fort étendue, entourée de montagnes. Le fleuve ressemble ici à une petite mer où l'œil découvre partout de petites embarcations, conduites tant par les femmes que par les hommes. Nous en vîmes bien de sang. On prend beaucoup de poissons dans le fleuve. Nous remarquâmes 3 îles. 2 servent de sépulture. En face il y a une grande île habitée par les sujets de Mukoko. De son côté Marcelino d'Atri rapporte: quand nous allâmes inspecter certaines petites îles, nous vîmes du fleuve que la Mbanza du Ngobila s'étendait sur une longueur de 5 à 6 milles. Les objets extraits du site de Gombela par l'archéologue Hendrik van Morsel en 1948, à l'occasion des travaux de déblai et de remblai pour la construction de la brasserie Polar, à l'emplacement actuel de Bracongo, font l'honneur du musée de l'université de Kinshasa. Le visiteur ou le chercheur peut y admirer un collier de laiton de chef-tech, des perles, des bracelets, une poterie blanche au décor abondant et original, ainsi qu'un trésor de 20 000 nzimbu, venu de la région de Luanda, Angola, monnaie qui avait cours dans l'ancien royaume Congo et une partie de la zone du fleuve. À ces objets, il faut ajouter des restes de faïence hollandaise, vestiges du commerce de traite en cette période éloignée. La datation au carbone 14 fait remonter l'âge de ces nzimbu, avant l'arrivée du portugais Diego Ca. C'est preuve que longtemps avant l'arrivée des Blancs, il existait de grands villages qui pratiquaient des échanges commerciaux importants entre la côte atlantique du royaume Congo et les villages de la région du Poul du royaume Tiyo qui contrôlaient ce commerce. Les Tiyo n'étaient pas les seuls commerçants du Poul. Les Baumbu contrôlaient les collines qui encerclent la plaine de Kinshasa, et de nombreux mariages les unissaient aux Tiyo. Leur village était également visité par les caravanes des Bakongo, et par les Bayansi qui remontaient la Njili par pirogue. Les Tiyo eux-mêmes formaient plusieurs villages, certains rivaux les uns des autres. Leurs plus importants villages en 1880 étaient Kintambo et Kinshasa. Le port en 1930. Et en 1956. Vers ces années, la rive sud du Poul était sous le contrôle de Gombela ou Kongobela, roi de l'eau, qui était tributaire du Makoko. Ce roi, appelé aussi Ngombela, était confondu, selon Bontique, au chef de Kinshasa compte tenu de sa primauté et de son titre Nchuvila, Ngobila, à la fin du XIXe siècle. La région du Poul était un important centre commercial, où s'échangeaient des produits venant des contrées différentes. Son importance tient à la rupture des charges imposées par le terminus de la navigation du fleuve avant les rapides des monts de Cristal. Elle résulte aussi de la différence du calendrier entre les transports terrestres et fluviaux. Les premiers étaient presque exclusivement effectués par les caravanes pendant la saison sèche, alors que c'est pendant la saison des pluies que les pirogues descendaient vers Kinshasa. L'expansion des agglomérations au sud du Poul impressionne les visiteurs européens de cette époque. En visite dans la région au mois de septembre 1887, le Suédois Hans von Sverin parla non seulement de Kinshasa et de Kintambo, mais aussi des autres villages. La rive méridionale du Stani Pool est constituée par des vastes plaines entourées d'hémicycles, de montagnes d'une élévation moyenne, venant aboutir au Pool seulement aux 2 extrémités de celui-ci. Le pays est très fort peuplé. Plusieurs villages très étendus et très peuplés, situés dans des sites pittoresques et entourés des baobabs et de palmiers, notamment Lemba, Kimbango et Mikongo, qui constituent de véritables villes africaines. De Stani Pool Station à la province urbaine de Kinshasa 1881 à 1960. D'une occupation à l'autre.
Kinshasa s'affirme comme ville, avec la fondation le 1er décembre 1881 par Stanley, de la Stanley Pool Station, qu'il établit sur une terrasse au flanc du mont Nkonzo-Ikulu, au-dessus de Kintambo et dont le terrain lui est octroyé par Ngaliema, chef de Kintambo. C'est à partir de ce mois de décembre 1881 que débute la trame du nouveau peuplement de la ville ainsi que les bases de la domination et de l'organisation coloniale de l'ensemble du bassin du Congo. Progressivement, une ville moderne à fonction commerciale d'abord et administrative ensuite s'érige sur la rive gauche du Pool Malébo. Quelques mois après, le 9 avril 1882, la nouvelle station reçut le nom de Léopoldville pour honorer le roi Léopold II, fondateur de l'Association internationale du Congo. Ce toponyme apparaît pour la première fois le 14 avril 1882 comme lieu d'expédition d'une lettre que Stanley adresse au colonel Strauch, collaborateur du roi et président du comité d'études du Haut-Congo, CEHC. Les chefs de village, attirés par l'extraordinaire et étonnante technologie de l'homme blanc, cèdent, de gré ou de force, leurs terres contre quelques babioles. De Makoko, Stanley raconte: assurément un si petit bonhomme dont le visage maigre et pâlot respirant tant de candeur ne nous refuserait pas son appui, en supposant que des égards et des quantités de draps puissent exercer une influence quelconque. S'octroyant des droits de souveraineté, le visiteur qu'on a accueilli en locataire devient puissant et maître du lieu et soumet à son autorité tous les villages du Pool qu'il déplace loin du fleuve d'où il tirait leurs richesses. L'opposition de Bankwa. Les deux principaux chefs étaient assis chacun sur une superbe peau de léopard. L'un, le Nsuvila, était un vieil homme aux joues creuses mais aux traits fins, l'autre, l'Ekibu, le chef de Ngabwa, très lourd, avait un visage plutôt vulgaire et parlait très peu. Stanley avait à son côté le jeune officier et à ses pieds Duala, Premier ministre, interprète et conseiller. Bankwa était aussi présent. Opposé à la construction d'une station à Nshassa, il se leva et tint un long discours. À présent les Blancs vont envoyer ici un seul Blanc, mais l'année prochaine, 20 autres viendront s'installer et du fait que nous aurons donné un terrain au premier, il nous faudra faire la même chose pour les autres et bientôt tout Nshassa appartiendra à l'homme blanc comme c'est déjà le cas à Ntamo. Fr. Monti. La dernière décennie de Nshassa, Inzer Afrikn, numéro 169, novembre 1982, page 545. Avec l'expansion de l'occupation du bassin du Congo, Léopoldville, d'où partent et où arrivent divers produits, devient la station la plus importante et la plus prospère. Elle se trouve en effet à la tête, ou au terminus, de plusieurs milliers de kilomètres de voies navigables sur le bassin du Congo et de ses affluents. Les 1887, sa flottille dont le réseau de navigation dépasse déjà 10 000 km s'accroît, et l'entretien des bateaux entraîne le développement d'un chantier naval à l'emplacement actuel des installations navales de Chani-Métal. Mais entre les bassins navigables du Haut-Congo et l'océan s'intercalent des cataractes et des chutes qui ne permettent pas le transport par eau. Et entre Matadi, point extrême de remontée sur l'estuaire, et Léopoldville, le seul moyen de transport est alors le portage de la route des caravanes. Des milliers de personnes seront réquisitionnées pour assurer ce coûteux transport. Sans chemin de fer, le Congo ne vaudrait pas un penny, avait déclaré Stanley. Le roi mobilisa les fonds nécessaires pour la construction du rail Matadi-Kinshasa, sous la direction d'Albertis. Celui-ci persuada le roi de confier la construction du chemin de fer à une société belge, la Compagnie du chemin de fer du Congo, qu'il s'efforça de constituer alors que le souverain était prêt à attribuer cette entreprise à un groupe anglais réuni et recommandé par Stanley. La bataille du rail, dont le premier coup de pioche est donné à Matadi le 15 mars 1890 est gagnée au bout de 8 années d'une lutte sans répit quand la première locomotive atteint le Stanley Pool le 16 mars 1898. Des ingénieurs venus de tous les pays d'Europe, des travailleurs recrutés à la côte occidentale de l'Afrique, les Coastmen, des Chinois de Macao et des Antillais des îles Barbades y participèrent. La construction du rail avait coûté 1932 morts, dont 132 Européens. Le coût total des travaux s'élève à 85 millions de francs or. L'inauguration du chemin de fer marque la fin du portage de la route des caravanes, qui fut un véritable chemin de la croix de 400 km. Elle marque aussi la fondation économique du Pool et de tout le Congo.
Une inscription mémorable gravée sur le mur rappelle aux passants et à ceux qui entrent ou sortent de la gare centrale la bravoure de ses bâtisseurs et les sacrifices héroïques de ceux qui, noirs, blancs et jaunes, avaient construit le chemin de fer. APERIRETERRAMGENTIBUS. 132 Européens et 1800 Africains et Asiatiques. In Memoriam 1898 à 1948. La construction du Matadi Léo fut certes une épopée, mais sur un fond de cimetière et un rythme de marche funèbre. Un aspect de Kinshasa en 1900. La baie de Ngaliema, en 1881. Le bâtiment abritant les services de douane, 1902. Les congratulations du retraité. À l'arrivée de la première locomotive au Stany Pool, Stanley adressait aux Belges ces mots. Votre glorieuse nouvelle me réjouit au-delà de toute expression. La victoire que vous avez remportée est considérable. Mes plus chaleureuses félicitations au roi, au directeur du chemin de fer et au persévérant peuple belge. On constate ici que Stanley a oublié les indigènes et les autres peuples, qui ont participé également à la même construction du rail. La bataille du rail. Sur la première partie de la ligne où les tranchées en roche, les murs de soutènement, les ponts, les aqueducs se succèdent sans interruption, le personnel blanc et le personnel noir furent décimés par une mortalité effrayante due aux fièvres, à l'hématurie, au beriberi, à la dysenterie, à la variole, aux insolations. Les hommes fuyaient dans la brousse, désertant les chantiers et les camps. Du 15 novembre 1891 au 1er février 1892, c'est-à-dire en 10 semaines, nous perdîmes 17% de nos effectifs. Au 30 juin 1892, c'est-à-dire en 1 an et demi, la mort avait enlevé 900 hommes. Le nombre des malades était en proportion. Les travailleurs valides étaient démoralisés, des révoltes se produisaient. Par un seul vapeur, nous fûmes obligés de rapatrier un nombre de malades représentant 13% de notre effectif. Dans ces conditions, les recrutements à la côte occidentale d'Afrique, où les Noirs rapatriés avaient jeté l'effroi, devinrent très difficiles. Il fallut engager des travailleurs noirs aux Antilles et à Macao, des Chinois qui ne résistèrent pas au travail sous le climat congolais. Le personnel blanc n'avait guère moins souffert. Nous avions perdu au 30 juin 1892, 42 agents et près de 300 avaient dû être renvoyés en Europe pour maladie. Enfin, après avoir perdu 132 blancs dont 8 ingénieurs et 1800 travailleurs de couleur, après 9 ans de travail acharné, la compagnie pouvait inaugurer, le 1er juillet 1898, la mise en exploitation entière des 390 km de Matadi à Léopoldville. Discours du 4 juillet 1923 de M. Philippe Sang, président de la Compagnie du chemin de fer du Congo, à l'occasion du 25e anniversaire de l'inauguration du rail. R. Cornevin, Hystère du Congo Léopoldville-Kinshasa, 1966. La première locomotive, arrivée à Léopoldville en 1898. L'arrivée de la voie ferrée accélère le développement de la ville. À partir de 1901 débutent les grands travaux du port, situé encore à la baie de Ngaliema, pendant que les sociétés commerciales s'installent déjà à Kinshasa, autour de la gare de Ndolo. En 1908, l'État indépendant du Congo devient une colonie belge. L'annonce solennelle en est faite à Boma par l'inspecteur d'État, Louis-François Guillain. À partir du 15 novembre 1908, la Belgique affirme la souveraineté sur les territoires composant l'État indépendant du Congo. La Première Guerre mondiale, 14 à 18, prive Léopoldville des produits manufacturés en provenance de l'Europe. Cette rupture d'approvisionnement en produits dont elle a besoin est à la base du début de son industrialisation. Ne pouvant plus compter sur l'Europe, elle doit produire localement. L'effort de guerre soutenu par la colonie entraîne l'engouement pour les affaires coloniales au cours de la période d'après-guerre, et plus spécialement, celle s'étendant de 1923 à 1927. Cet engouement suscite la constitution de plusieurs entreprises agricoles, commerciales et industrielles. L'industrie naissante fait appel à une main-d'œuvre plus nombreuse, et la population qui était de moins de 13 000 habitants au lendemain de la guerre passe à 23 730 habitants en 1924. Au cours de cette même période, à la demande de Moulart et des hommes d'affaires qui réclament le transfert de la capitale de Boma aux rives du Stany Pool, Léopoldville est instituée, par arrêté royal du 1er juillet 1923,
en ville capitale du Congo belge. Le temps qui s'écoule, c'est le temps pour construire et équiper les bâtiments des services administratifs de la colonie. Le transfert effectif ne se réalise que le 31 octobre 1929 avec l'installation du gouverneur général, Tilkens, à Kalina, dans l'actuelle commune de la Gombe. De ce fait, l'administration coloniale émigre de Léopoldville, Ngaliema, à la pointe de Kalina. La ville européenne est alors composée de 2 agglomérations distantes l'une de l'autre de 7 à 8 km et mal reliées. À l'ouest, bâtie à la baie de Ngaliema, Léopoldville appelée aussi Léo-Ouest ou Léo II est le premier quartier blanc de la capitale. À l'est, Kinshasa, ainsi orthographiée est l'abréviation Kin qui en consacre la familiarité et l'appellation Kinois des habitants de la ville date de cette époque, où s'implante déjà un nouveau quartier commercial et industriel autour de la gare et du nouveau port, est le 2e quartier européen. L'extension de ce quartier à Ndolo et à l'est jusqu'à l'embouchure de la Funa, intégrant le port de pêche de Kingabwa, fait déplacer les populations des villages indigènes, Nchassa, Ndolo et Ingabwa, autant de fois et aussi loin que l'exigeaient les intérêts de l'administration coloniale et des industriels privés. La première cité noire, que l'on put déjà qualifier à cette époque de quartier suburbain, est constituée également de 2 camps de travailleurs au service de la ville européenne. À Léopoldville où la ville était née, l'implantation de Chani Metal, Chanik 1928 et la construction de l'usine textile Utex Africa, Utex Léo 1930, feront déplacer le Kintambo indigène, quartier des travailleurs, au sud de la ligne de la voie ferrée. Au sud de Kinshasa et à son service, le camp de travailleurs africains et indigènes qui s'installe entre 1907 et 1910 est un autre quartier noir qui plus tard donnera naissance aux communes actuelles de Barumbu et de Kinshasa. La gare de Ndolo, en 1898. Une route, l'actuelle avenue du Commerce, longue de plus ou moins 2 km, se prolongeant jusqu'à l'avenue des Huileries et que l'hôpital général avait écourté en 1924, marque la séparation avec le Kinshasa européen. À la route s'est ajouté un autre élément de frontière, constitué d'une ceinture sanitaire, une large bande boisée comprenant les jardins zoologiques et botaniques, l'hôpital général congolais, le golf, le cimetière et autres espaces verts. L'ensemble de l'agglomération couvre alors environ plus de 5000 hectares et englobe, à partir de 1927 selon le plan déjà établi par Georges Moulart, Léopoldville, Kalina au nord et Kinshasa Ndolo ainsi que les cités indigènes, en une seule unité administrative sous l'unique nom de Léopoldville. Cette appellation était étendue à l'ensemble des quartiers grâce aux services postaux et télégraphiques. La population de ces 2 agglomérations et de leurs appendices est en 1909 de 200 résidents européens et de 3500 noirs respectivement à Léo II et à Kintambo. À Kinshasa et à Ndolo, il y avait respectivement une trentaine et 5 Européens ainsi que 700 et 250 Noirs. 31. Le 3e quartier noir où est installé le camp des travailleurs africains des huileries du Congo belge, HCB, devenu Plantation Levée au Congo, PLC après l'indépendance et qui deviendra la commune de Saint-Jean, Lingwala, ne commence à s'implanter à l'est de la première cité qu'à partir des années 30. Le père Jivanwing n'aime pas la cité. Je suis dépaysé dans cette foule bariolée, criarde, anarchique. J'ai parcouru l'immense ville noire où vivent, Dieu sait dans quelle indiscipline demeure, près de 20 000 nègres. Elle est divisée en d'immenses quartiers, coupés de larges avenues et de rues tracées au cordeau. Le long des avenues et des rues se rangent des huttes bâties dans tous les styles et avec tous les matériaux. Chaque hutte porte un numéro fixé sur une perche dans la palissade qui l'entoure. C'est propre mais d'un morne infini, d'un gris monotone qui fatigue, c'est un camp, ce n'est pas un village. Il y a peu de verdure, moins encore d'enfants, peu de mères, peu de joie. Sur tout le parcours, je n'ai vu que 2 enfants. Quelle différence avec Kisantu. RPG. Vanouing, mission belge de la Compagnie de Jésuites, 1924, cité par elle de Saint-Moulin, Contribution à l'histoire de Kinshasa 1, Inzer Afrique numéro 108, octobre 1976, pp 468 à 469. 1930. Élevé depuis peu au statut de capitale administrative du Congo belge, Léopoldville connaît sa première crise conséquente à la récession économique du monde occidental des années 30.
La panique s'est déchaînée à la bourse de New York le 24 octobre 1929 et provoque un véritable cataclysme économique. Les cours des titres et des matières premières se sont effondrés dans le désordre et le chaos. Le Congo belge, dont l'économie est fortement dépendante de l'extérieur, en subit des conséquences. À Léopoldville, le ralentissement de l'activité économique est durement ressenti et entraîne l'émigration de la population qui fuit la ville, d'autant plus que les mesures restrictives coloniales n'autorisent pas les sans-emploi à y séjourner. La population de la circonscription urbaine, alors très réduite, de 46 088 habitants en 1929, tombe en chute libre à 39 530 en 1930, à 36 348 en 1931, à 29 241 en 1932 jusqu'à atteindre le chiffre de 27 510 habitants en 1934. La courbe ne reprend son ascension qu'à partir de 1936 avec 32 392 habitants, et le niveau de 1929 n'est retrouvé que 7 ans plus tard, en 1939, avec le chiffre de 46 426 habitants. La guerre 1940 à 1945 et le boom économique. La Seconde Guerre mondiale, 40 à 45, qui embrasse toute l'Europe, interrompt brutalement les contacts commerciaux entre la Belgique occupée et le Congo belge. Mais quelque chose malheur est bon, dirait-on. Sous le mot d'ordre, notre travail doit payer notre défense. La mobilisation à plus de production décrétée par les autorités coloniales pour soutenir la Belgique et payer les dépenses de la guerre réveille le Congo qui réalise au cours de ces années difficiles un extraordinaire effort de guerre. Des accords conclus entre la Belgique et la Grande-Bretagne ainsi qu'avec les États-Unis en 1941 lui permettent d'établir et d'intensifier des échanges commerciaux et économiques avec ces deux pays. Avec l'entrée en guerre de l'Amérique à la fin de 1941, ces échanges s'accroissent, le Congo étant devenu l'un des fournisseurs des Alliés en minerais stratégiques, mais aussi en café, en copal et en huiles essentielles. Le deuxième objectif de cet effort est que la Belgique d'après-guerre aura besoin plus que jamais d'une colonie prospère, outillée pour l'exportation massive des produits de haute qualité. Une industrie manufacturière s'implante, accroît ses activités et fait de Léopoldville, qui est au fait de sa prospérité, la plaque tournante de l'Afrique équatoriale. La colonie n'a contracté aucune dette étrangère et n'a reçu aucune aide financière. Les budgets ordinaires de 5 exercices se clôturent par un boni de 1,5 milliard de francs. C'est elle qui a contribué à remporter dans l'honneur la victoire de la Belgique et des Alliés. La croissance économique fait appel à une main-d'œuvre africaine de plus en plus nombreuse. Le boom économique de l'après-guerre s'accompagne du boom de la population, une population laborieuse d'ouvriers et de clercs qui double 2 fois en 10 ans. De 49 972 en 1940, elle passe à 101 501 en 1945 et à 201 905 habitants en 1950. Cet accroissement de la population commande la création, à partir de 1945, de nouveaux lotissements. Léopoldville trouve le temps et les moyens de se bâtir et de construire des logements. De plus, l'après-guerre c'est aussi le temps où l'autorité coloniale commence à parler plus sérieusement des évolués et de la récompense aux populations indigènes pour leur effort de guerre. L'habitat et l'urbanisme sont au nombre des besoins les plus urgents, à côté des besoins sanitaires et scolaires. Les nouveaux quartiers sont alors situés plus au sud de l'espace marécageux que draine la célèbre tranchée du pont Kabu, pont Kasavubu, et constituent la nouvelle génération des cités indigènes qui donneront naissance aux communes de Dendel et de Ngiri-Ngiri. Dans ces quartiers, l'infrastructure marque une rupture avec celle des anciennes cités. Ici on voit plus grand, des larges avenues traversent les différents quartiers dotés de parcelles plus étendues. L'habitat s'urbanise avec des maisons construites en matériaux durables, offrant plus d'espace et de confort. L'architecture des maisons subit, dans la mesure des moyens disponibles, l'influence de celle du quartier européen. Le Forescom depuis 1946. Au nord, la ville, le quartier européen, prend l'allure d'une grande métropole d'affaires. Témoin de cet essor, le premier building, le Forescom, sort de terre en 1946 et inaugure des bâtiments en hauteur de plus en plus nombreux à Léopoldville, et qu'en même temps débute l'aménagement du boulevard Albert Ier, le boulevard du 30 juin par le bétonnage et les premiers revêtements des routes par asphaltage.
Le boulevard du 30 juin a ses débuts. La demande de logement reste encore importante. En 1947 à 48, plus de 13 000 indigènes sont à la recherche d'une parcelle pour se construire une habitation, les anciennes cités étant saturées à l'exception de l'extrême sud de Kintambo et les cités de Kasavubu et Ngiri étaient entièrement loties sauf le quartier ONL, Christ-Roi. La satisfaction vient en 1949 avec l'établissement d'un plan d'urbanisme. Ce plan localise le nouvel aéroport de Njili, à 25 km du centre-ville. Il implante le quartier industriel de Limete, 1952, et trace la route de Kenje, l'actuel boulevard Lumumba. Son prolongement était prévu jusqu'au boulevard du 30 juin, l'aéroport de Ndolo devant être désaffecté. Des intérêts des particuliers conjugués à ceux d'autres facteurs n'ont pas permis la réalisation du projet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.